Pierre. Bonjour tout le monde. First of all, thank you so much, David, for this absolutely efficient overview of Canadian labor law and academic freedom. Cela m'épargne 3 ou 4 minutes et j'en suis ravi. Deuxièmement, préciser que dans la mesure où mon cerveau me permet de me rappeler mes responsabilités, je parlerai sous l'autorité de la FQPPU et non en mon nom personnel cet après-midi. Donc, je vous propose une petite valse en 4 temps qui vont comme suit. Un rapide retour sur la venue, l'adoption de cette loi sur la liberté académique québécoise. Une présentation, mais peut-être axée sur les ondes de malaise plutôt qu'un truc linéaire. Quelques minutes plus longue sur la présentation des travaux du COPLA, en vous ayant expliqué d'abord ce qu'est ce COPLA, et finalement le classique « Lessons learned », qu'avons-nous appris de nos travaux des 4 ou 5 ou 6 dernières années au COPLA, et donc je vous laisserai sur des questions ouvertes. Premier temps de la valse à 4 temps, 3 éléments de contexte ayant précédé l'adoption de la loi. Marie y faisait un peu référence ce matin. Un rapport du scientifique en chef du Québec, le monsieur Quirion, sur l'Université du futur, qui mettait en évidence les mises en abîme ou les périls guettant l'autonomie universitaire. Alors, retenez l'emphase sur l'autonomie universitaire. Évidemment, vous soupçonnez tous de quoi il s'agit, le marché, le partenariat public-privé, les injonctions qui viennent de l'extérieur sur la mission universitaire et ses programmes notamment. Deuxième élément de contexte, le rapport Cloutier, qui est à vrai dire le rapport d'une commission au nom bien long, qui est la commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire en 2021. Et celle-ci, on peut le dire, est la conséquence directe de l'événement Lieutenant Duval qui s'est produit à l'Université d'Ottawa, mais comme Maryse le disait si bien, qui a produit des ondes de choc assez importantes dans la société québécoise. Ici, c'est l'autre côté de l'équation, c'est vraiment la liberté académique qui est au cœur de ce rapport, et c'est ce rapport qui recommandait l'adoption d'une législation. Alors, le droit du travail est de compétence provinciale. Il y aurait autant de législation sur la liberté académique qu'il y a de provinces et de territoires dans ce pays, sauf exception, mais comme David le disait, ce n'est pas le cas. Dans ce rapport Cloutier, il y avait un petit sondage qui a été hautement contesté, mais je crois comprendre que la chose s'est un peu calmée. Et on posait la question aux éventuels titulaires de la liberté académique de savoir comment ils se sentaient dans le contexte post-lieutenant Duval sur les campus. Est-ce qu'ils se sentaient libres de s'exprimer ou pas, ou quoi? Et les pourcentages étaient quand même assez renversants de gens qui se déclaraient en situation d'auto-censure. Alors, c'était pas des très bonnes nouvelles. Troisième élément de contexte pour clore mon premier point et qui vient d'un peu plus loin, c'est le regard de la FQPPU, donc cette fédération des syndicats de profs d'université au Québec, et qui, elle, constatait depuis bon nombre d'années qu'il y avait une drôle de danse entre les institutions universitaires et les professeurs et qui consistait à mobiliser de manière fragmentée certains éléments de la liberté académique pour exercer des sanctions disciplinaires sur les profs. Et David y faisait référence parce que vous aurez bien compris que ce sont des éléments du droit du travail et du contrat de travail, le devoir de loyauté constamment. Alors c'est vraiment tais-toi, t'es pas loyal, c'est pas loyal, tu devrais pas commenter, ainsi de suite, ce qui créait d'importants malaises. Je dirais pas moins maintenant, mais ils sont cadrés différemment sur les campus. L'éthique et la rigueur en recherche. Et la FQPPU en concluait que dans le contexte de l'exercice
du droit disciplinaire, l'éthique était un peu devenue comme le bonheur, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce qui était le bonheur, le malheur, le comportement éthique et non éthique. Et donc, la FQPPU était demandeur de cette législation, notamment en raison de son expérience, laquelle elle recueille auprès de ses syndicats membres. Et cette expérience était cristallisée dans des ensembles divers de relations de travail, pas toujours heureux, et de professeurs plutôt inquiets. Alors, elle était preneure de cette loi, plus peut-être, j'ose parler pour elle, en raison de son expérience, que de manière isolée de l'affaire du mot en haine ou de l'affaire Lieutenant Duval. Donc, cette loi, elle a été adoptée en juin 2022 et la FQPPU a créé le Comité de la liberté syndicale presque 2 années plus tôt, de sorte que ce comité a assisté à l'élaboration et à la naissance de cette loi. Il y a un très bon texte historique, d'ailleurs, écrit par notre collègue Yves Gingras, et publié en 2024 dans la revue Communication, avec la petite touche d'humour que l'on connaît à notre collègue Gingras, qui était membre de la commission Cloutier. C'est assez instructif. Donc, la loi qui est adoptée en juin 2022, rapidement, va comme suit. D'abord, un certain intérêt pour les considérants de son préambule, qui confirme qu'elle est la digne héritière et qu'elle est écrite en droite ligne de la recommandation de l'UNESCO de 1997, qui porte elle aussi un nom interminable, mais bref, concernant la liberté académique dans l'enseignement supérieur. Et deuxièmement, c'est au 4e considérant de la loi, la consécration de l'autonomie universitaire, parce que le législateur avait entendu les représentations qui lui ont été faites dans la foulée du rapport du scientifique en chef qui disait « Attention, les conditions d'exercice de l'autonomie universitaire vacillent » et on affirme dans ce considérant ce qui est un peu l'architecture centrale de la compréhension de la liberté académique, c'est-à-dire que autonomie et liberté académique sont des conditions essentielles à l'accomplissement de la mission universitaire. Alors, si c'est dans le considérant, c'est donc un outil fondamental d'interprétation de cette loi ordinaire qui est la loi sur la liberté académique. Alors, qui est titulaire de la liberté académique? Quelqu'un l'a évoqué, non, je ne vois pas, mais quelqu'un a dit ce matin, ben là, il faudrait savoir qui. C'est une définition ouverte et qui apparaît à beaucoup de gens correcte et qui dit que la liberté académique, elle est celle de toute personne qui contribue à l'accomplissement de la mission d'un établissement d'enseignement. Alors, pour ajouter aux précisions fournies par David, il faut savoir qu'il y a d'autres corps professionnels qui sont syndiqués ou membres d'un syndicat sur les campus des institutions universitaires québécoises, les chargés de cours ou chargés d'enseignement, les assistants de recherche et de correction dans certains cas, les professionnels. Donc, la syndicalisation n'est pas l'exclusivité des professeurs et donc la liberté académique, elle est inscrite de manière un peu asymétrique, mais dans plusieurs contrats de travail collectifs. Je ne reprendrai pas les termes de l'article 3 qui définissent la liberté académique. Je me réfère à la proposition de David. C'est calqué sur la résolution de l'UNESCO de 1997. L'idée d'une politique institutionnelle, je vais y revenir à quelques reprises, personne ne la voulait, cette politique institutionnelle, que je sache. C'était pas le truc qui excitait les foules, parce qu'il faut savoir que dans le contexte actuel, les universités québécoises, du moins, nagent dans une mer incompréhensible de politiques institutionnelles diverses. Des plus classiques, l'éthique, la rigueur, le plagiat, la tricherie, l'éducation inclusive, la lutte aux violences sexuelles, mais je pense que sur le site de ma propre institution, il y en a 18 ou 19 ou 20 ou 21. Bref.
Alors, les gens disaient, oh, n'en jetez plus, la cour est pleine, mais, argument contextuel, on avait très peu de temps avant adopté au Québec une loi pour prévenir et promouvoir les violences sexuelles sur campus et le modèle de la qu'on appelle dans notre jargon québécois la loi sur les vax et pas les vaccins, les vax, et la loi sur les vax prévoit l'obligation pour les institutions universitaires d'adopter une telle politique. Donc, c'est une filiation accidentelle. Il y a un problème, c'est que dans cet article 3, il y a une limite énoncée à la liberté académique et qui consiste à dire qu'il faut tout de même se conformer avec les normes d'éthique et de rigueur scientifique généralement reconnues, deuxième limite, en tenant compte des droits des autres membres de la communauté. Alors, la FQPPU est intervenant en commission parlementaire pour dire on a déjà joué dans ce film et c'est assez vague, merci, les normes d'éthique et de rigueur, telles qu'interprétées, mobilisées par les institutions universitaires. Comprenez bien la FQPPU, c'est pas un plaidoyer contre l'éthique, c'est un plaidoyer contre les usages des politiques d'éthique et de rigueur en recherche sur les campus. Déception, ce paragraphe in fine de l'article 3 est resté dans la loi et ça cause déjà problème, j'y reviens. Autre problème, parce qu'il est prévu l'adoption d'une politique institutionnelle, il est aussi prévu que cette politique doit établir, énoncer, organiser les sanctions possibles dans le cas où l'université conclurait à une dérogation quelconque, positive ou négative, à la liberté académique. Et là, vous voyez bien qu'il y a peut-être une petite friction, sinon un conflit, entre les mécanismes habituels du droit du travail et cette autorité unilatérale que serait celle de l'institution de mobiliser la politique. Dernier élément sur la loi, l'absence, un autre deuil pour les syndicats de profs, l'absence de la reconnaissance du principe de collégialité. Et ça a été plaidé en commission parlementaire, mais en vain. C'est clair que dans l'esprit historique, dirais-je, de ce qu'est la liberté académique, la collégialité, c'est une composante de l'autonomie universitaire. Alors, l'autonomie universitaire sans la collégialité, c'est l'autorité universitaire, c'est pas l'autonomie universitaire. Alors, il y a un silence, d'autant malheureux qu'au Québec, l'autonomie universitaire est mise à mal, peut-être plus dans les universités publiques qui sont créées par des lois que dans les universités à charte, parce que les universités publiques sont sous l'autorité d'une autre loi qui s'appelle la loi sur l'administration publique, vieille loi, adoptée en 2000, mais là, on est au royaume du néolibéralisme, la nouvelle gouvernance publique, les indicateurs, les tableaux, les repères, les objectifs et ainsi de suite, des interventions étatiques qui grignotent à toute fin pratique l'autonomie universitaire. Voilà donc pour mon point 2. Mon point 3, je regarde le président. Il reste encore 7-8 minutes. Ah, mais c'est pas vilain. OK. Donc, qu'est-ce que le COPLA? En 2020, plus ou moins, la FQPPU était tout à fait habitée par ce besoin de cadrer, c'est le verbe le plus imprécis que je puisse trouver, la liberté académique en contexte québécois et donc, par règlement, a créé un comité indépendant qui est le comité sur la liberté académique. Donc, je suis seule aujourd'hui, mais je ne suis pas seule dans la vie. Il s'agit d'un comité de 4 personnes, 3 juristes et 1 pathologiste, rassurez-vous. C'est excellent de ne pas avoir que des juristes. Ça doit être une pathologie. Probablement. Ben, ce matin, on disait que ça marche quand ça marche, alors peut-être que c'est une pathologie, cette discussion à suivre. Donc, le mandat du COPLA est double, surtout promouvoir et défendre, interpréter la loi, donc, et ce que nous faisons en adoptant des avis. On aurait pu les appeler autrement, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des avis. On est peut-être plus
ambitieux qu'une recommandation, et une deuxième fonction qui consiste à faire des recommandations suite à une enquête à la demande d'un syndicat membre de la Fédé, ce que nous faisons peu, mais je ne peux pas dire que nous ne le faisons pas, mais je ne peux pas vous dire ce qu'on fait parce que c'est confidentiel, mais nous le faisons peu pour la simple et bonne raison que les syndicats sont maîtres de leur destinée et mobilisent les mécanismes prévus aux conventions collectives. J'arrive donc aux 6 ou 7 avis que j'esquisse pour vous. Pourquoi je les esquisse? Parce qu'ils m'apparaissent mettre en vigueur quels sont, dans le contexte québécois, vu la grande scène esquissée par David précédemment, quels sont les enjeux ici. Donc, un avis numéro 2 adopté, et vous allez trouver tout ça intégralement avec de jolies mises en page. C'est pas moi qui les ai faites sur le site de la FQ-PPU. Donc, l'avis numéro 2 concerne précisément les normes d'éthique et de rigueur. Donc, c'est cette limite à la liberté académique. Et là, c'est intéressant parce que pour baliser le terrain, nous avons choisi d'accrocher la liberté académique à la liberté d'expression prévue par la Charte canadienne et au terme des limitations possibles à la liberté d'expression. De sorte que cet avis dit, c'est un petit peu plus révolutionnaire que ça en a l'air. Dorénavant, depuis que cette loi est en vigueur, il appartient à l'institution de démontrer que les normes d'éthique et de rigueur ne restreignent pas indûment ma liberté académique. Pratiquement, ça veut dire que l'institution doit démontrer, premièrement, doit énoncer ce qu'il entend par l'éthique et la rigueur en recherche, doit justifier ce qu'il attend et comment il le comprend, et que ces restrictions doivent être raisonnables. Absolument, l'expert à ma droite me corrigera, le langage de la Cour suprême à l'égard de l'article 1 de la Charte canadienne. Donc, quand on dit « Oh, vous savez, c'est autre chose que les libertés fondamentales, la liberté académique », je ne suis pas certaine que le COPLA et la FQ-PPU est d'accord avec cette lecture assez tranchée. Donc, la première fonction pédagogique consistait, du premier des avis du COPLA, consistait à apporter de l'eau au moulin de syndicats qui suffoquaient sous les assauts des institutions, qui s'amusent à faire le gendarme de l'éthique et de la rigueur en recherche. Je répète qu'il ne s'agit pas ici de dénoncer les concepts, mais bien les applications institutionnelles des concepts. Même année, on a adopté l'avis numéro 3, les effets de la loi sur la liberté académique sur les contrats collectifs de travail qu'on appelle convention collective. Alors ça, c'est vraiment une petite révolution parce que ça dit, cet avis, c'est une loi d'ordre public. Et conséquemment, la loi sur la liberté académique, elle doit être considérée incorporée à la convention collective de travail. C'est un peu délicat, voire audacieux de dire aux syndicats, votre convention collective, c'est un petit peu plus ou un petit peu moins. Parce que dans certains cas, il y a des conventions qui sont plus généreuses que la loi. Mais c'est au moins les normes de la loi sur la liberté académique et au mieux les normes de la loi si la loi est plus généreuse que votre convention. Donc, c'est un peu colorer la culture syndicale eu égard à la liberté académique. En 2003, on a adopté 2 autres avis, l'avis 4. Alors, celui-là est un petit peu compliqué. On a créé au Québec une institution qui vient de naître officiellement, c'est l'Institut national d'excellence en éducation. On l'évoquait ce matin dans le contexte français. Alors, c'est ce qu'on appelle, dans notre avis, la triangulation de la liberté académique. Certes, vous êtes autonomes, chères universités, mais moi, ministère de l'Éducation, je vais vous dire de quel programme on a besoin, de quel diplôme on a besoin, et mieux encore, je vais vous donner des sous pour le faire. Bon, alors cette triangulation a en son centre un acteur qui s'appelle ce nouvel institut, et dans l'avis numéro 4, on dit « Attention,
il y a un potentiel d'atteinte à la liberté académique dans ces mécanismes de financiarisation et de triangulation. On a adopté en 2023 un autre avis qui est l'avis 5, le devoir de loyauté, arme nucléaire des universités contre les professeurs récalcitrants. Et on dit, l'université, c'est pas un employeur ordinaire, parce que, vous savez, les décisions des tribunaux sur le devoir de loyauté en droit du travail, il y en a des Himalayas. Bon, là, on a dit, attention, les universités ne sont pas des employeurs ordinaires, et donc, il faut évaluer les impacts en amont et en aval de la loi sur la liberté académique sur votre compréhension managériale du devoir de loyauté. Alors là, plutôt que d'interpeller les syndicats, on interpelle les employeurs en disant « Vous ne pouvez plus vous comporter business as usual » parce qu'il y a un effet réel de percolation, est-ce que c'est la percolation ou le percolement, de la loi sur la liberté académique dans les pratiques, les politiques, les conventions collectives. Et pour être très honnête, je ne suis pas certaine qu'a priori, quand on a célébré la venue de cette loi, on réalisait sa réelle ampleur. Sa réelle ampleur, c'est pas seulement « oh merci, la liberté académique est encadrée par le droit », c'est elle est transformatrice des rapports employeurs-employés à tous égards sur le campus. Nous sommes revenus en 2024 avec l'avis numéro 6 sur l'éthique de la recherche. Et là, il s'agissait précisément, parlant de transformation, d'adresser, je sais c'est un anglicisme, la question du comportement des comités d'éthique de la recherche qui, eux aussi, doivent apprendre le respect de la liberté académique. Donc, il s'agissait de dire, il y a une ou une méta-réalité, chers amis, qui s'appelle la loi sur la liberté académique. Et donc, dans l'appréciation que vous faites des exigences éthiques, vous devez aussi être raisonnable, si tant est que vos exigences restreindraient l'exercice de ma liberté académique ou de celle de mon équipe de recherche. Récemment, j'achève ma liste d'épicerie, nous avons déposé l'avis sur la précarité et la liberté académique. David en parlait tantôt. Les taux de précarité non seulement des profs, mais de l'ensemble des personnes qui œuvrent à la mission universitaire est effarant, produit un effet refroidisseur, d'autocensure, et donc encore une fois, cet avis appelle à la transparence, idéalement la réduction des taux de précarité sur campus. En 50 secondes, qu'avons-nous appris en 4 points? Mon dernier point. Premièrement, que le respect par les institutions universitaires de cette loi n'est pas acquis. Tout le monde dit « Ah oui, on sait ce que c'est la liberté académique. » Non, c'est faux. Et que cette loi a des ramifications profondes, beaucoup plus profondes que celles anticipées sur le quotidien gestionnaire, managérial et collégial ou quasi-collégial des universités québécoises, essentiellement dans le champ du droit du travail, mais pas exclusivement. Deuxièmement, je le dis solidairement et amicalement, il y a un besoin d'éducation syndicale à la liberté académique, notamment parce que le COPLA croit que cette loi, elle doit être considérée comme faisant partie intrinsèque des conventions collectives. J'ai bien dit que je disais cela solidairement et amicalement. Troisièmement, malgré certaines appréhensions, les mécanismes de plainte prévus dans ces politiques institutionnelles, bien mon ami et camarade Grondin, là, qui est tout juste à côté de Pierre, a activé son génie de l'accès à l'information, eh bien, je vous annonce, désolé de voler peut-être ton scoop, Olivier, que c'est à peu près zéro. Tout près du zéro. Par contre, ces chiffres, encore bien pâles et modestes, soyons honnêtes, c'est une loi assez récente, révèlent aussi une confusion des genres entre les politiques mobilisées. Et là, je dois avouer que c'est bien ce que la FQ-PPU avait dit aux législateurs,
n'en jetez plus de politique interne. La Cour est pleine. Et quand j'entends que certains comités souhaitent définir qui est titulaire de la liberté académique, eh bien, voici mon plaidoyer du jour. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Ne faites pas cela, parce que vous ajoutez la contradiction à la tension. Avant-dernière conclusion, les institutions sont, à toute fin pratique, en situation d'inertie. On va laisser passer les mois, puis ça va rentrer dans l'ordre, puis on n'en parlera plus vraiment. Très peu d'initiatives en éducation à la liberté académique, par exemple, malgré leurs obligations prévues par la loi. Habituellement, un petit site web en développement et une adresse de contact. C'est à peu près à ça que ça ressemble pour la recension qui a été rendue possible parce qu'Olivier a fait en sorte qu'on puisse avoir les rapports rendus par les institutions à la ministre. Alors, quand on compare ça à les mois précédents qui étaient déployés sur campus des politiques pour lutter contre les violences sexuelles, je dis pas du tout que c'est pas légitime comme objectif, mais c'est franchement le jour et la nuit. Tout dernier point, de nouvelles problématiques se révèlent et s'imposent. Constatons-nous, et elles ont beaucoup à voir avec l'absence de l'énoncé du principe de collégialité dans la loi, c'est l'intrusion croissante, C majuscule, de l'État dans les programmes, budgets, plans stratégiques, plans de développement, chacun a son vocabulaire, universitaire. Alors, on a besoin des infirmières, mais c'est urgent. Donc, s'il vous plaît, accélérez la formation parce qu'on a besoin d'infirmières, d'ingénieurs en numérique, d'enseignants au primaire, secondaire. Il y a une accélération du temps de l'intrusion étatique. Donc, si l'autonomie est mise en mal, ça manque cruellement. Et, scoop final, le prochain avis du COPLA portera sur liberté académique et collégialité. Désolé, Monsieur le Président, d'avoir exagéré un petit brin, probablement d'1 minute.